Bonjour à tous, bienvenue à ce premier, on va dire, entrevue AFD expert. J'ai l'honneur d'introduire le sujet. Donc, je suis Pierre Toufflant, directeur technique. Donc, et à la direction technique, on a une petite équipe de practice managers qui pilotent de plus grosses équipes. Et ces équipes, ce sont donc les experts chez nous. Alors c'est comme dans le prolongement, on va dire, des cyberjeudis que certains d'entre vous connaissent peut-être déjà. On, on a mis en place donc des ateliers avec ces communautés d'experts. Je vais donc laisser la parole à Malik, qui est notre practice manager télécom et qui va introduire l'équipe Aloha. C'est ça. Bonjour, donc Malik Chaubert, practice manager télécom, aujourd'hui justement dans le cadre de la direction technique et des jeudis. Jamel, notre expert télécom, va nous expliquer un petit peu, comprendre un petit peu la 5G, il va nous faire sa présentation sur la 5G. Je vous laisse donc avec lui et on se retrouve tout à l'heure pour une session de questions-réponses si vous le désirez. Et bon déjeuner. Et bon déjeuner. Jamel, on te laisse la parole, c'est toi l'expert. Bonjour à tous, je ne sais pas si vous m'entendez. Allô? 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 Ah, vous m'entendez? Allô? Ah, d'accord, ok. Merci à tous. Avant de commencer, je tiens à remercier l'ensemble des présents ici. Je me présente, je suis Jamel, je travaille chez AFD Tech depuis presque 4 ans. Je suis ingénieur radio mobile. Je travaille actuellement sur le déploiement initial des sites 2G, 3G, 4G et 5G. Je vous présente aujourd'hui une introduction à la 5G. C'est un peu global, mais je préfère commencer avec cette introduction avant d'aborder des sujets un peu poussés. En tout cas, il y aura par la suite des présentations plus détaillées, notamment sur la 5G. Par exemple, sur la signalisation 5G, en tout cas, la prochaine présentation sera sur la signalisation 5G, ainsi que, bien sûr, que d'autres sujets techniques. Donc, voilà. Je commence. C'est quoi la 5G? C'est une technologie de rupture qui répondrait à une multitude de cas d'usage, aussi bien pour le grand public que pour les grands secteurs économiques. Contrairement aux autres technologies, la 5G est très attendue notamment par les entreprises. Pour le plus qu'elle va apporter, notamment par exemple pour les smart cities. Donc voilà, la 5G, c'est un prérequis pour ces projets. Elle jouerait un rôle essentiel dans la croissance économique et dans l'amélioration de la qualité de vie. Les perspectives de la 5G, c'est en fait l'ouverture des portes à de nouvelles applications et services et à de nouveaux modèles industriels et commerciaux. Pour cela, on aura besoin d'outils qui sont indispensables pour réaliser ces perspectives, à savoir débit élevé, un temps de latence réduit, optimisation de la consommation d'énergie. Ce point est très essentiel et c'est un prérequis notamment pour l'IoT. Et aussi l'amélioration de fonctionnement et de la fiabilité des réseaux. En tout cas, on abordera ces points plus en détail dans les slides suivants. Les types d'architecture radio. On a deux architectures possibles. On a ce qu'on appelle le NSA, c'est No Standalone. Là, en fait, la New Radio, ou bien le G-Node B, est colocalisée avec l'I-Node B de la 4G.
et elle est connectée au réseau cœur 4G via l'interface S1U. Donc voilà, en tout cas, on abordera plus en détail ce point dans le slide suivant. On a deux types, en fait, deux plans. On a le plan usager, c'est-à-dire user plane, c'est-à-dire la communication user plane, elle se passe entre l'UI ou bien l'user equipment et la 5G ou bien la G-Node B. Et le control plane ou bien la signalisation, elle passe via la signalisation 4G. Donc, comme vous voyez dans ce schéma-là, pour l'user equipment, voilà, je me base sur la 5G, mais pour la signalisation, donc voilà, l'UI utilise la signalisation de l'EPC, ce qu'on appelle l'EPC, c'est la signalisation 4G. Alors, pour le SA ou bien standalone, pour déployer la 5G en mode SA, un réseau cœur 5G est requis. Certains opérateurs choisiront ce mode pour leur déploiement 5G initial, notamment pour déployer des services uniquement 5G. Bien sûr, dans une aire géographiquement limitée, sans interfonctionnement avec la 4G. Pardon. Donc voilà, contrairement à no standalone, la 5G ou bien le standalone, on a la signalisation, c'est-à-dire user plane et le control plane, ils passent via la 5G. Alors, l'architecture la plus utilisée par les opérateurs actuellement, c'est NSA. C'est ce qu'on appelle No Standalone. On a l'interface, c'est-à-dire le S1U, S1U, c'est l'interface entre G-Node B et le PC, c'est-à-dire la signalisation 4G. On a X2U entre les différentes G-Node B. Voilà. Pour ce modèle, bien sûr, on ancre la signalisation de contrôle des réseaux 5G au cœur 4G, EPC, pour bien sûr le control plane. Donc voilà, pour ce schéma-là, c'est-à-dire un UI, il peut accéder, c'est-à-dire il peut accéder au réseau 5G via la G-Node B, mais la signalisation doit toujours passer par le réseau EPC qui est la signalisation 4G. Et bien sûr, on aura une communication entre la G-Node B et l'I-Node B via l'interface X2. Donc voilà. Et en fait, on peut utiliser la 5G ou la 4G, c'est-à-dire un UI, il peut utiliser à la fois la 5G et la 4G, et cela va dépendre du binaire qu'on demande, qu'on utilise. Donc voilà. Alors, la promesse de la 5G, on a trois familles ou bien trois promesses prévues par la 5G. On a ce qu'on appelle l'URLLC, c'est Ultra Reliable Low Latency Communication, ou bien très faible latence. Cette catégorie comprend les communications ultra fiables et à faible latence. Le deuxième, ce qu'on appelle MMTC, c'est Reliable Massive Machine Type Communication. Cette catégorie permettra de connecter des objets très densément répartis sur le territoire. C'est nécessaire à l'augmentation exceptionnelle du nombre d'objets connectés. Et la troisième, c'est EMBB, c'est Enhanced Mobile Broadband, ou bien le gros débit. Cette catégorie offre une connexion en ultra haut débit, nécessaire à certaines applications et services plutôt orientés grand public. Donc voilà, ça c'est les trois promesses de la 5G. Et là, sur ce schéma-là, donc voilà, c'est une comparaison entre la 4G et la 5G. Donc voilà. Par exemple, pour l'efficacité spectrale, elle est 3 fois supérieure en 5G qu'en 4G. On a la latence, pardon. On a la densité de connexion sur 1 km². Donc voilà, on voit une augmentation. On a le débit théorique. Débit théorique, qu'on est parti de 1 gigabit par seconde à 20
gigabits par seconde en 5G. Et donc voilà, ça c'est juste une comparaison entre la 4G et la 5G, les services proposés par la 4G et la 5G. Les avancées technologiques de la 5G. On a des avancées qui nous ont permis en fait de profiter des promesses de la 5G qui sont, alors, on a ce qu'on appelle les ondes millimétriques pour l'utilisation de la bande 3500 MHz ou bien 3,5 GHz. En fait, l'utilisation de cette bande, ce qu'on appelle, elle est plus difficile. Pourquoi? Parce que quand on augmente la fréquence, le signal va devenir plus sensible et la portée du signal n'est pas importante. En tout cas, on a la fameuse loi qui est la longueur d'onde, lambda est égale C sur F ou bien V sur F, la vitesse sur la fréquence. En augmentant la fréquence, la longueur d'onde la longueur d'onde devient plus petite et du coup, le signal il n'aura pas une grande portée et il va devenir plus sensible face aux affaiblissements, aux atténuations, aux diffractions, etc. Donc voilà. La deuxième avancée, c'est ce qu'on appelle beamforming. En fait, le beamforming est une technique par laquelle un émetteur est amené à transmettre des signaux radio dans une direction particulière. Donc voilà, comme montré dans ce schéma-là. La troisième promesse, c'est ce qu'on appelle le Massive MIMO. En fait, la station de base, elle dispose la station de base, elle dispose de plusieurs éléments et connexions pour envoyer et recevoir un volume plus important de données en même temps. L'avantage pour les utilisateurs est qu'un plus grand nombre de personnes peuvent se connecter simultanément au réseau, tout en gardant un débit élevé. La taille physique globale des antennes 5G de type MIMO massif sera la même que celle des antennes 4G. Mais avec une fréquence plus élevée, la taille de chaque élément d'antenne est plus petite. Ce qui permet d'avoir plus d'éléments, plus de son dans le même cas physique. Donc voilà. La troisième avancée, c'est ce qu'on appelle NOMA. C'est non-orthogonal multiple access. Le LTE, en fait, utilise un multiplexage dit orthogonal, c'est-à-dire chaque terminal utilisant de manière unique une partie des fréquences à un instant donné. C'est ce qu'on appelle ressource bloc. Pour améliorer l'efficacité spectrale de la 5G par rapport à la 4G, des méthodes de multiplexage non orthogonales ont été mises en place. On peut avoir plusieurs utilisateurs desservis par la même fréquence au même moment. Pour différencier entre les utilisateurs et ne pas avoir des interférences, on attribue en fait des codes pour chaque user, ou bien chaque utilisateur. C'est ce qu'on appelle SCM. La dernière avancée, c'est Network Slicing. En fait, Network Slicing, c'est un type d'architecture de réseau virtuel appartenant à la même famille que le réseau défini par le logiciel qui est le SDN et la virtualisation des fonctions réseau, c'est NFV. Deux technologies de virtualisation de réseau étroitement liées qui font évoluer les réseaux modernes vers l'automatisation logicielle. Le SDN et le NFV permettent une bien meilleure flexibilité du réseau grâce au partitionnement des architectures réseau en éléments virtuels. Donc voilà, ça c'est juste un petit aperçu sur ce qu'on appelle network slicing. Les prérequis de la 5G. En fait, déjà pour en bénéficier des services de la 5G, il faut avoir ce qu'on appelle un terminal 5G NSA. C'est quoi le terminal 5G NSA? Ce dernier se comporte comme un terminal 4G, c'est-à-dire il utilise les mêmes fréquences et équipements LTE pour la voix, bien sûr. Et la signalisation est une partie du flux data.
Et en même temps, il utilise la 5G, fréquence et équipement pour transmettre plus de data. Je tiens à préciser que le service voix ne passe pas par la 5G pour le NSA. Donc voilà, un utilisateur, il faut qu'il soit compatible à la fois par la signalisation 4G, c'est-à-dire il envoie les informations nécessaires au MME, et en même temps, il peut envoyer des données, c'est-à-dire accéder au réseau, via la G-Node B. Donc voilà, ça c'est un prérequis essentiel pour en bénéficier de la 5G. Le deuxième prérequis, on a des paramètres dont dépend l'accès à la 5G. Il faut avoir déjà un abonnement compatible. Une carte SIM, pareil, compatible avec la 5G. Un appareil recevant bien les fréquences utilisées par l'opérateur, parce qu'en fait, pour les fréquences 5G, on utilise d'autres fréquences. Et du coup, il faut avoir un appareil qui reçoit bien ces fréquences et qui soit compatible avec. Parce qu'en fait, en 5G, on a des bandes, par exemple, des hautes fréquences. On a la bande de 26 gigas, etc. Et du coup, il faut que l'appareil ou bien l'équipement, il faut qu'il soit compatible avec ces fréquences. Un opérateur ayant inscrit le modèle de téléphone et sa version de ROM dans sa base de données d'appareils autorisés. Comme on sait tous, les opérateurs, il faut qu'ils valident la version du téléphone qu'on utilise afin qu'il soit compatible avec le réseau mobile. Si l'un de ces paramètres est manquant, l'appareil n'affiche pas la disponibilité de la 5G. C'est tout à fait normal. Il faut que l'ensemble des critères soient vérifiés pour bénéficier de la 5G. En fait, j'ai ajouté ce slide juste pour vous donner un petit aperçu sur les difficultés rencontrées sur la COS 5G, c'est-à-dire les problèmes les plus récurrents sur l'optimisation de la 5G. On a des cas sur des problèmes de compatibilité des UI. J'avais déjà expliqué ce problème dans le slide précédent. La mauvaise définition des relations X2 entre l'inode B et J-Node B. Comme je vous ai déjà présenté, on a l'inode B et J-Node B qui communiquent via l'interface X2. Il faut que ce dernier soit bien déclaré pour assurer la communication entre les différentes stations de base. Si l'X2 n'est pas bien défini, donc voilà, on risque d'avoir dégradation de la COS 5G. Problème de couverture J-Node B, voilà, on a toujours des problèmes de couverture. Problème hardware, problème par exemple sur les antennes, sur les MIMO, ça dépend, on a plusieurs problèmes hardware sur les cartes, etc. Difficulté de PLMN configuration. Des synchronisations entre les différents équipements. Il faut avoir une synchronisation entre les différents équipements. Si l'un des équipements est désynchronisé, on aura systématiquement la cause qui va être dégradée. Donc voilà, il faut avoir que tout l'équipement, il faut que tous les équipements soient synchronisés pour ne pas avoir des dégradations cause. Et également, mauvaise configuration de la fréquence centrale. Voilà, chaque opérateur a sa propre fréquence. Il faut bien que la fréquence soit bien déclarée pour ne pas avoir des problèmes cause 5G. Donc voilà, pour un peu finir, j'ai rajouté aussi ce slide pour vous donner une vision sur les défis et difficultés de la 5G. Je commence par les principaux segments en fait visés par la 5G. Le premier, c'est garantir la sécurité. C'est-à-dire qu'il faut assurer la communication entre véhicules et entre, par exemple, véhicules et infrastructures. Donc ça, c'est indispensable, notamment pour les véhicules connectés. Le deuxième, c'est les smart cities. C'est les villes intelligentes avec des besoins au niveau des transports publics, de l'environnement, la gestion des bâtiments et de la consommation énergétique. Troisième segment visé, c'est médecine à distance. C'est médecine et chirurgie assistée à distance. Donc ça,
il est très, très attendu, notamment par le secteur médical. On a le suivi de la gestion des flux. Voilà, on a le dernier segment, c'est l'industrie du futur, ce qu'on appelle modernisation des entreprises et de leurs moyens de production. Donc voilà, ça c'est juste pour avoir un petit aperçu sur les segments qui sont visés par la 5G. Les principales difficultés, on a en fait la neutralité de l'Internet. La 5G doit se conformer à la neutralité de l'Internet, qui implique l'égalité de traitement de tous les flux de données sur Internet, afin qu'on n'a pas l'exclusion de toute forme de discrimination à l'égard de la source, de la destination ou du contenu des flux de données. La deuxième difficulté, c'est important coût de déploiement, acquisition des bandes de fréquences, investissement dans les infrastructures représente d'importants coûts nécessaires au déploiement de la 5G. Parce qu'en fait, juste pour information, afin de déployer la 5G, les opérateurs étaient menés à acheter des fréquences. Et pour acheter une fréquence, c'est vraiment très coûteux, notamment très coûteux pour les opérateurs. Donc voilà, voilà, donc ça, c'est un point de difficulté en fait. Le troisième, c'est dépendance à d'autres technologies. Donc voilà, par exemple, NOMA, MEC, Network Slicing, etc. Interrogation légale, la 5G et ses avancées en matière de transmission des données inquiètent en ce qui concerne la protection des données utilisateurs. La fracture numérique sur le plan commercial, difficulté de déployer les réseaux 5G dans les zones rurales, l'utilisation de bandes de fréquences inférieures à 1 GHz pourrait venir contrer ce phénomène dans les zones rurales. Parce que, comme je l'avais déjà expliqué, plus on augmente la fréquence, plus la portée n'est pas importante et du coup, on ne peut pas couvrir une zone rurale avec une fréquence, par exemple, de 26 gigas. Pour faire face à ce problème, on doit bien sûr utiliser les basses fréquences pour essayer de couvrir au max les zones rurales. Risques liés à la cybersécurité. Donc voilà, l'usage de la 5G dans l'industrie constitue un risque supplémentaire d'attaque cyber. Merci pour votre attention. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Donc voilà, si vous avez des questions, vous pouvez écrire. Je vais essayer de répondre à vos questions. Oui, merci Jamel, en tout cas pour cette présentation, à la fois un petit peu technique pour les gens qui veulent et aussi un petit peu plus économique, je dirais, sur cette présentation. C'était un petit peu le but aujourd'hui de présenter un petit peu la 5G pour un peu démocratiser la 5G. Il faut savoir que la 5G n'a pas qu'une valeur pour le grand public, mais une grosse, je dirais, un gros développement sur la partie industrielle et secteur d'activité. Et ça a été un petit peu le but du développement de la 5G. Donc ça pose un certain nombre de difficultés aussi techniques entre la 4G et la 5G, comme l'a expliqué Jamel, pour les besoins professionnels. Mais c'était aussi, pour revenir au coût du déploiement de la 5G, un fort levier pour les opérateurs, en tout cas pour développer. Voilà un petit peu. Je vais laisser des questions qui se posent. Merci à Weak là, qui trouve ça sympathique qu'on diffuse le savoir. Effectivement, c'est un petit peu la source, je dirais, d'AFD de partager, de communiquer sur le savoir-faire. Une autre question, Jamel, je ne sais pas, pourriez-vous nous parler un petit peu de RAN sharing? Je ne sais pas si tu veux le faire ou le RAN slicing, comme tu veux, soit je peux le faire, soit je te laisse sinon. Bah, vas-y si tu veux.
Je vais répondre un petit peu à la partie RAN sharing. Effectivement, c'est aujourd'hui, je dirais, une solution économique pour les opérateurs qui partagent leur infrastructure. Hein. Il y a un des projets, alors effectivement, il était sur la 4G et probablement sur un upgrade 5G qui s'appelle Crozon, qui est assez connu dans le monde des télécoms, qui est un projet où on partage, en fait, les opérateurs partagent leur infrastructure entre eux. C'est le cas en France, mais c'est le cas aussi dans plusieurs pays européens où effectivement les opérateurs partagent. Le RAN slicing, pour répondre, c'est une réponse aux besoins industriels. Jamel vous a présenté tout à l'heure l'IMDB, RLLC et autres sujets je dirais des plus-values que peut apporter la 5G. Justement, ces aspects-là répondent aux besoins des industriels. On va prendre deux cas. Je vais prendre le cas de la médecine à distance. La médecine à distance aura besoin d'une grande passante pour avoir de la vidéo THD, mais aussi un temps de latence très court parce qu'un chirurgien qui opère à distance, c'est pas 2 secondes après qu'il intervient que de l'autre côté, l'outil, enfin, ou le robot sera pour répondre. Donc il faut vraiment une latence très courte. De la même façon, pour l'industrie énergétique, une des grandes contraintes chez les transporteurs électriques, c'est le temps de latence entre les différentes sous-stations. Ce pour des raisons techniques liées à l'énergie et liées à ce qu'on appelle les coupes-circuits. Un slice différent, pour la partie automobile. On a effectivement besoin d'un temps de latence, on n'a pas forcément besoin d'une grande bande passante, mais néanmoins on a besoin de connecter des millions voire des milliards d'objets. Et ça, ce sont ce qu'on appelle le slice, en fait, qui répond techniquement et précisément à des besoins industriels. Voilà pour la réponse sur la partie slicing. Si tu veux intervenir, Jamel, tu nous dis, je te laisse la parole. Donc voilà, tu as tout expliqué. Voilà, pour le RAN sharing, c'est une solution. En fait, on partage la même station de base pour les 3 opérateurs. Donc voilà, c'est utilisé beaucoup sur les zones blanches pour couvrir donc voilà, les zones blanches. Donc voilà, par exemple, un opérateur X peut héberger les 2 autres opérateurs dans une zone X. Et donc voilà, c'est un peu, c'est-à-dire de partager les ressources radio entre les 3 opérateurs. Et donc voilà. J'ai une deuxième question. En fait, pourquoi on n'utilise pas les bandes de la 2G, 2, 3 et 4G sur la 5G? En fait, pour répondre à ta question, déjà chaque technologie a sa propre bande de fréquence. On ne peut pas utiliser, par exemple, la bande, par exemple, U900 sur la 5G. Mais en tous les cas, dans l'avenir, on peut faire toujours ce qu'on appelle le refarming, c'est-à-dire on libère une bande de fréquence pour qu'elle soit utilisée dans une autre technologie, par exemple, enfin, cela dépend de la stratégie de l'opérateur. Par exemple, pour couvrir les zones rurales, un opérateur, il doit, par exemple, libérer la bande par exemple, de la 4G, par exemple, 700, et l'utiliser pour la 5G afin de couvrir les zones rurales. Et donc, voilà, c'est pour ça, en fait, on ne peut pas utiliser les fréquences de la 2, 3, 4G sur la 5G. Parce que chaque technologie, en fait, ça a sa propre bande de fréquences. Je ne sais pas si tu veux intervenir, Malik. Pardon. Ouais, il y a une question sur 5G meilleur que le réseau fibre pour les applications statiques type opération. Aujourd'hui, je pense qu'il faudra qu'on regarde un petit peu comment la 5G va réagir dans la réalité. Les aspects radio sont vraiment très différents des aspects fibre optique. Donc à suivre sur la partie. Je pense personnellement, je pense qu'il y aura une meilleure capacité peut-être sur le réseau fibre que sur la 5G, mais à suivre. D'accord. Voilà, il y a une autre question. Pourquoi l'architecture standalone est coûteuse pour les opérateurs?
En fait, contrairement à No Standalone, la Standalone, on doit déployer un réseau cœur 5G. C'est-à-dire, on peut pas se baser sur le réseau cœur 4G. Et du coup, donc voilà, pour déployer cette solution, c'est un peu coûteux pour les opérateurs. Parce qu'en fait, c'est un réseau 100% 5G. Donc voilà, en tout cas, il y a des opérateurs qui ont déjà commencé par cette solution, mais d'autres qui sont toujours en NSA. C'est-à-dire, enfin, on a deux phases. La première phase commence par NSA et en parallèle, ils déploient ce qu'on appelle le SA. Voilà. Le coût de 5G est aussi lié à ce que les équipements de télécom ainsi que les antennes, comme on l'expliquait techniquement un petit peu sur les antennes, des spécificités sur les antennes qui font qu'on est obligé de faire un upgrade et des antennes et des équipements de télécom. Donc là aussi, il y a un fort investissement qui est fait par les opérateurs et qui est très coûteux. C'est pour ça que dans la stratégie, on passe par une étape intermédiaire, un peu transitoire, d'avoir la 5G radio, la 4G en cœur, de façon après à faire une transition vers 5G radio et 5G cœur. Donc ça permet un peu de lisser les coûts et les investissements qu'ont les opérateurs aujourd'hui. C'est vrai que les fréquences 5G sont plus nocives à la santé. Oui, les techniciens quand même hein, sur ces questions-là. Tu veux répondre, Jamel? En fait, juste pour une petite précision, en fait, pour les fréquences 5G, c'est pas prouvé que c'est nocif en fait à la santé. Ils disent que si on augmente la fréquence, c'est mauvais, notamment pour la peau, mais c'était pas en fait prouvé. J'avais lu des articles dans ce sens-là, mais il n'y avait rien en fait de prouvé par rapport à ça. Mais pour moi, pour répondre à ta question, donc voilà, je pense, pour moi, c'est pas vrai que les fréquences 5G sont nocifs à la santé. Il y a une question un peu technique sur la partie CS Fallback. Effectivement, CS Fallback est une fonctionnalité qui permet de downgrader, je dirais, un appel sur IP, de downgrader sur la 4G. Effectivement, c'est un peu technique. Bon, peut-être qu'il y aura du CS Fallback sur de la 4G à ce niveau. Pourquoi ne pas connecter les sites radio 5G ou même Bonne question. Là, mes compétences au niveau core network là, sont un peu limitées. Donc, se propager au travers des objets solides. Que pouvez-vous dire la capacité de la 5G à se propager à travers des objets solides? Alors, ça, c'est une question effectivement sur le niveau de fréquence, enfin, les longueurs d'onde. À savoir que la 5G utilise effectivement des ondes très courtes, et de facto, enfin, de par les fondamentaux de l'électromagnétique, en fait, les ondes très courtes ont du mal à passer à traverser les murs, les vitres blindées, etc. Donc c'est un vrai sujet de couverture pour la 5G. Oui. Une petite précision. En fait, pour faire face à ça, donc voilà, cela va dépendre bien sûr des stratégies des opérateurs, mais ils doivent libérer, par exemple, une bande de fréquence basse pour l'utiliser en 5G, afin de garantir déjà la couverture. Par exemple, juste un exemple, utiliser la bande de 700 sur la 5G afin d'avoir une couverture plus importante en 5G. Mais une fois qu'on est sur les bandes basses, le débit va pas être le même que les hautes fréquences. Ça, c'est sûr.
Donc voilà, et plus on augmente la fréquence, plus le signal, voilà, il est sensible face aux affaiblissements, aux atténuations, aux diffractions. Et la pénétration, en fait, elle n'est pas importante que sur les zones, sur les basses fréquences. Et voilà, donc tout ça explique en fait que la propagation de la 5G n'est pas vraiment importante que pour les basses fréquences. Je te laisse terminer, désolé Malik. Non, tu as eu raison d'intervenir, effectivement, tu avais raison. Effectivement, on peut utiliser effectivement la 5G sur des basses plus basses. Du coup, il y a une question sur les bandes basses et la 4G, la différence entre la 5G bande basse et la 4G. Non, en fait, quand on dit bande basse, c'est-à-dire que ça ne concerne pas la technologie, c'est la fréquence elle-même. C'est-à-dire si, par exemple, on est en 700, ça veut dire qu'on est sur les bandes basses. Et si on est en, par exemple, 2, 3, 4 gigas, voire plus, on est en autre fréquence. Voilà, ça ne dépend pas en fait de la technologie, c'est plutôt de la fréquence elle-même. Une question sur les terminaux, enfin les JE, la 5G, oui, ils sont à peu près égaux en fait. C'est juste une question de standardiser l'utilisation de la 5G sur certains téléphones qui utilisent cette technologie-là. Donc les fabricants en fait, de téléphones, Samsung, Huawei, Ericsson et autres, en fait, ou autres, voire Google aussi, effectivement, suivent des standards. En fait, il y a un standard qui est suivi et qui permet que le téléphone utilise la bande de fréquence et les protocoles 5G. Ouais. Il y avait une question, qu'est-ce que l'architecture standalone sera déployée en NFR? En fait, il y a des opérateurs qui ont déjà commencé le SA. Donc voilà, on ne pourra pas donner plus de détails parce qu'en fait, c'est un peu confidentiel, mais on a des opérateurs qui ont déjà commencé le SA. Effectivement, il y a quelques pilotes en France de SA. C'est des choix, enfin le choix de partir directement à SA ou NSA sont aussi économiques. Il faut savoir que effectivement, les opérateurs pourraient directement aller sur du SA, mais c'est très coûteux pour eux. Donc le choix, il est économique. En Allemagne, il y a certains opérateurs qui sont partis directement à SA ou qui ont déjà du SA. Après, c'est des choix économiques vis-à-vis de l'opérateur. Et il y a un autre point bloquant, c'est les UU en fait, qui ne sont pas compatibles avec la 5G, purement 5G, SA. Aussi. Donc, voilà, ça c'est un autre problème des opérateurs. Niveau équipement actif, avons-nous des concurrents à Huawei? Je te laisse répondre, Malik. Ouais, pareil, ce sont des sujets, alors là, c'est économico-politico, correct ou incorrect, j'en sais rien, en fait. Effectivement, il semblerait que Huawei ait une avance technologique sur la 5G. Voilà, après, pareil, ce sont des choix économiques et politiques sur ces sujets. Mais il y a Nokia, il y a Ericsson qui se mettent à jour et qui essayent de rattraper peut-être un petit peu leur retard. Et un autre nouveau entre guillemets entrant qui est Samsung, qui essaye de rentrer. Alors je ne sais pas exactement où ils en sont aujourd'hui, mais voilà, ce sont les acteurs aujourd'hui pour lesquels les opérateurs ont le choix de partir sur ces équipementiers. Quelle étape a atteint en FD en ce qui concerne la 5G? En ce qui concerne la 5G, c'est-à-dire aujourd'hui, effectivement, FD suit le marché. On est à l'écoute des veilles technologiques. Donc la 5G, voilà, on recrute aussi des gens qui ont des compétences 5G en déploiement ou en optimisation. Il n'y a pas que Jamel. Jamel est notre expert aujourd'hui qui s'occupe de ça. Mais voilà, il faut aussi suivre le marché, les demandes qu'il y a. On en aura besoin. On aura besoin pour les opérateurs. Je crois qu'il faut un petit peu ouvrir les horizons en se disant que les opérateurs, mais aussi certains industriels ou le développement de la 5G privée amènera aussi des développements
en marge des opérateurs. Oui, ça veut dire que sur nos clients télécoms, évidemment, on adresse la 5G, mais cette technologie va aussi nous permettre de développer nos activités télécoms sur nos autres clients, tels l'énergie, Oui. le transport. Exact, énergie, transport, voilà, enfin, ça ouvre des horizons, c'est un levier pour les opérateurs, mais pour RD aussi. Qui vont aussi développer sans doute des réseaux privés 5G en Exact, plus ouais. des réseaux des opérateurs. Exact. Une question, si on a une bonne couverture 4G et l'opérateur déploie la 5G sur les sites existants, sans augmentation de nombre, est-ce qu'on aura une bonne couverture? Sans augmentation de nombre de quoi, en fait? Sans augmentation de nombre. C'est du nombre de sites, hein. Je pense qu'aujourd'hui, effectivement, on essaie d'avoir je pense que les opérateurs essaient d'avoir déjà une couverture 4G et la 5G viendra ce qu'on appelle une couche supplémentaire pour les besoins de 5G. Ouais. Et est-ce qu'ils seront obligés de rajouter des sites pour bien couvrir, notamment parce que la pénétration est moins bonne Alors, probablement, oui, sur des besoins un peu spécifiques, effectivement, il y aura peut-être des besoins d'installer des antennes 5G dans les immeubles pour augmenter la couverture. Après, ça se verra au fur et à mesure, je dirais, du déploiement de la 5G. Au même titre que lorsque la 4G est apparue, il a fallu un certain temps pour que la couverture 4G soit au même niveau de qualité et de couverture que la 3G. Aujourd'hui, on passe encore une étape, 4G, 5G. Voilà, au fur et à mesure, la couverture sera quasi la même. Ouais. C'est quoi la portée de la 5G? C'est quoi? Ça veut dire, en fait, c'est la distance maximale que le signal peut atteindre. C'est-à-dire la distance maximale. Mais en fait, c'est quoi la portée? Est-ce que la portée de la 5G ou bien tu veux une distance? Je pense que c'est la distance, la question. Ben, on ne peut pas dire, hein, parce qu'en fait, c'est un signal. Hein. Ça dépend des affaiblissements, des atténuations qu'il va subir le signal. Parce que si on est dans un milieu parfait, c'est pas la même portée que si on est en ZTD. Donc voilà, ça dépend en fait du milieu. Quoi. Et par rapport à la 4G, par exemple? Pardon? Par rapport à la 4G, par exemple? Ça dépend de la bande de fréquence. Par exemple, la portée de la 700, par exemple, peut aller jusqu'à 15 km. Par exemple, je parle dans les zones rurales, on peut atteindre jusqu'à 15 km. Mais en ZTD, on peut atteindre 4-5 km. Ça dépend en fait. Ça dépend de la bande et du milieu. C'est tout l'ingénierie de choisir les bonnes fréquences aux bons endroits pour desservir le plus de personnes. Quoi. Par exemple, on ne peut pas, utiliser la 700 dans une très dense, c'est-à-dire dans une ville. En fait. Centre-ville, c'est un peu, on peut couvrir plus d'utilisateurs, mais après pour le débit, etc., c'est pas le même. Ce qu'on peut, ce qui est recommandé, c'est par exemple de couvrir par la L2100. Par exemple, c'est juste un exemple, afin déjà d'avoir un bon débit, avoir une portée plus ou moins importante. Donc voilà, il faut jongler entre ces deux paramètres. Et quand de la densification des antennes, ça va être moche, non? Oui, les antennes restent des antennes, hein, je pense, sur la densification. Quid, hein, c'est ça, quid de la densification des antennes. Les antennes sont généralement multibandes et multitechnologies, donc elles couvriront. Alors sur certaines, effectivement, il y aura peut-être des bras de déport pour assumer la 5G. Mais voilà. Après, quid de moche ou pas moche, ouais. Enfin, bon, après, c'est chacun sa perception, je dirais. Je veux dire que c'est moins moche qu'une ligne à haute tension, par exemple. Ah oui.
Bonjour. Est-ce que le déploiement de la 5G en termes d'antennes radio est plus dense que j'ai répondu celle-là. Est-ce que toutes les antennes à 5G sont automatiquement à technologie de beamforming ou c'est un paramètre à configurer? Alors le beamforming est un des paramètres qui permet cette capacité à la 5G d'augmenter sa capacité. Donc si effectivement il n'y a pas le beamforming, on réduit effectivement la capacité maximale de la 5G. C'est pour ça que c'est ce que je disais tout à l'heure, hein, les opérateurs sont obligés de remplacer une partie de leurs antennes qui ne sont pas compatibles et de faire des upgrades au niveau des équipements, chez les équipementiers pour répondre à la 5G. FDD, TDD, je te peut-être jamais répondre. Oui, en fait, l'FDD, c'est voilà. Le FDD, c'est Frequency Division Duplex. En fait, c'est une bande de fréquence utilisée en uplink, une autre en downlink. Et en TDD, la question, qu'est-ce qu'il y a de TDD? Et TDD, c'est Time Division Duplex, c'est quoi? C'est l'utilisation de la même bande de fréquence en uplink en downlink. C'est-à-dire, pour différencier entre l'uplink et le downlink, on va par exemple définir en fait, c'est-à-dire downlink et l'uplink, un timer, ce qu'on appelle un timer. C'est-à-dire, pour différencier entre uplink et le downlink, on a un timer. Cela va nous permettre d'exploiter au maximum l'ensemble de la bande de fréquence par plusieurs utilisateurs qui sont différenciés donc voilà, par des codes. Et du coup, c'est identique en 4G? Pardon? C'est identique à la 4G, du coup? Oui, en fait, oui, FDD et TDD, c'est ce qu'on a, enfin, ce sont des. C'est pas en fait, ça dépend, c'est la même chose, ça dépend pas de la technologie. Le TDD et le FDD, c'est comment exploiter la bande de fréquence. C'est-à-dire en FDD, utilisation d'une bande en uplink et une autre en downlink. Contrairement au TDD, une seule bande de fréquence utilisée à la fois en uplink et en downlink. Donc voilà, et c'est comme la 4G, bien sûr, c'est la même chose. Les protocoles de signalisation de la 5G, tu as montré un slide tout à l'heure, Jamel. Je ne sais pas si tu veux revenir dessus, peut-être, expliquer un peu les X3, X2, pardon, et autres, S1U, etc. Voilà. Je ne sais pas, vous voyez mon écran? Attends, une seconde, Jamel, on va partager l'écran. Ah, d'accord. Il y a une petite latence. Ouais. Ok. Vivement la 5G. Vous me dites quand c'est bon. Vivement la 5G. Hein. Ouais. Tu as commencé un petit peu à expliquer, Jamel, le D'accord. temps. Voilà. Donc voilà, la signalisation, elle passe. Donc voilà, je parle de l'NSA. La signalisation passe toujours par la 4G. Donc voilà, si par exemple mon binaire c'est par exemple d'utiliser la 5G, je vais accéder je vais accéder au réseau via la G-Node B. Et donc voilà, pour accéder à la G-Node B, c'est via l'interface UU. Une fois que j'accède la G-Node B pour ma signalisation peut communiquer avec l'I-Node B de la 4G via l'interface X2U. Et derrière, l'I-Node B va faire signalisation avec l'MME via l'interface S1U.
Et donc voilà, pour accéder, c'est un peu ça en fait les protocoles utilisés pour la signalisation, pour la signalisation 5G NSA, c'est-à-dire j'accède G-Node B. Pour faire la signalisation, je reviens à la 4G et derrière je monte via l'interface S1U pour communiquer avec l'MME. En tout cas, il y aura une autre présentation dédiée pour la signalisation 5G. Donc voilà, Malik, je pense qu'on doit faire une présentation dans ce sens-là pour apporter plus de détails sur la signalisation 5G. On peut même étudier un workflow d'un établissement d'appel pour comprendre mieux comment passe la signalisation au niveau de la 5G. Ouais, je pense qu'on va devoir faire vraiment une présentation plus technique. Hein. Je vois vu des questions. Alors, le protocole Mesh, alors je ne voudrais pas dire de bêtises, il faudra que je vérifie. Je pense que oui. Bon, mes cours sont un petit peu loin de 5G, donc peut-être qu'on répondra plus tard. Concurrent Wi-Fi et Bluetooth, sans conteste, je pense que la 5G, on parle d'autre chose. Hein. Enfin, le Wi-Fi reste un réseau local comme le Bluetooth. Et les capacités annoncées pour la 5G sont nettement plus importantes et il y a plein d'autres paramètres qui sont plus importants qui ont plus de valeur ajoutée que le Wi-Fi et le Bluetooth, hein, ne serait-ce que le handover ou autres techniques qui permettent à la 5G de voyager, alors que entre le Wi-Fi et le Bluetooth, c'est un peu limité quand même. Oui, on voit rien à l'écran, ouais, c'est un petit problème technique. Bon, enfin, en tout cas, on vous fera une autre présentation plus technique, hein, vous vous reconnecterez pour ça. Alors, je prends une dernière question. Alors, qui va faire le traitement de la data 5G sur la 4G? On parle du MME multimédia. Ouais. Pour accéder ou pour la signalisation? Pour la signalisation, oui, on parle de NSA, bien sûr. Hein. Bien sûr, on passe via le réseau de signalisation 4G, c'est-à-dire l'MME, bien sûr. Mais pour accéder au réseau, c'est purement 5G, c'est-à-dire via l'interface UU. Je me connecte à la G-Node B et derrière, c'est à elle de faire la signalisation nécessaire. Donc voilà, je sais pas, normalement, c'est... Ouais. OK. Donc, je pense que c'est vrai que les questions se deviennent assez techniques. Donc, effectivement, comme le disait Jamel, on fera une autre présentation, un autre live pour plus de technicité sur la 5G. On vous présentera ça plus en détail. En effet. En tout cas, merci beaucoup à ceux qui ont organisé ça, le live, nos collègues de la communication, Tom et Anaïs. Merci à Pierre pour ta présentation et merci Jamel surtout pour ton aide et ton expertise en tout cas. Merci Jamel. Merci à l'équipe Aloha, qui est l'équipe d'experts télécom. Merci à vous. D'accord, on vous retrouve probablement. Il y a un autre sujet intéressant pour la semaine prochaine sur la cybersécurité qui s'appelle Anaïs email, crime et arnaque. Arnaque, voilà. Arnaque, crime et email. Avec notre bien connu Fabien qui nous animera un petit peu tous les arnaques et l'animation de ce live. Merci à tous et bon appétit. Bon appétit et à bientôt.